Dans le silence feutré d'une nuit ou au cœur d'un après-midi chargé, une énigme s'apprête à se révéler. Les secrets s'entrelacent, les ombres dansent, et chaque détail compte. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Précis. Entrons dans l'histoire. Je me souviens encore de cette matinée grise, où Poirot, assis bien droit dans son fauteuil, rompit le silence de notre salon de méfers en soulevant une enveloppe crème marquée d'un blason délicat. D'un geste mesuré, il glissa une lame d'ivoire sous le cachet et en retira une feuille épaisse, rédigée d'une main tremblante. « Mon ami, dit-il après l'avoir lue, voici une invitation que je ne saurais ignorer. » Je m'approchai et lus par-dessus son épaule. Il s'agissait d'une lettre signée de Lady Cecily Trevelyan, maîtresse du domaine de Greywood. Le ton était choisi, presque cérémonieux, mais un malaise perçait entre les lignes. Elle sollicitait notre présence, discrète, bien entendu. À la suite du décès de son majordome, Gilles Harcourt. Mort paisible, disait-elle, naturelle, ajoutait-elle. Mais son insistance a précisé qu'aucune enquête officielle n'était requise, éveilla aussitôt l'intérêt professionnel de mon compagnon. Poirot replia la lettre avec soin. Il y a là quelque chose, Hastings. Une peur, contenue. Nous devons y aller. Le lendemain, nous montions dans un train en direction de la campagne du Sussex, tandis qu'un épais brouillard glissait sur les vitres comme une main muette. Assis face à moi, Poirot demeurait pensif, ses doigts joints sous le menton, les yeux rivés sur un point invisible. « Tu remarqueras, Hastings, dit-il enfin, que Lady Cecily n'emploie jamais le mot « meurtre », ni même « accident ». Et pourtant, elle n'évoque ni médecin, ni date exacte. Tout cela est curieusement flou. Peut-être est-ce simplement le chagrin, rétorquai-je. Il hocha la tête, sans vraiment acquiescer. Ou peut-être une vérité que l'on ne veut pas nommer. Nous roulions ainsi, bercés par le rythme du train et le murmure intermittent des passagers, jusqu'à ce que les villes disparaissent derrière les collines nues. La brume s'épaississait à mesure que nous approchions du manoir de Greywood. Une impression indéfinissable, entre appréhension et attente, nous accompagnait. Poirot resta silencieux le reste du trajet, les bras croisés, l'esprit déjà en alerte. Le fiacre qui nous attendait à la petite gare nous mena jusqu'à une allée sinueuse bordée d'ifs noueux. Lorsque nous aperçûmes enfin le manoir de Greywood, j'eus l'impression de remonter le cours du temps. La demeure, austère et imposante, se dressait dans la brume comme un monument figé, les fenêtres hautes telles des paupières closes. Nous fûmes reçus par un majordome de remplacement, plus jeune, visiblement nerveux, qui nous introduisit sans un mot dans un vaste vestibule orné de tapisseries fanées. L'air était immobile, presque pesant, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Un couloir étroit nous mena jusqu'à un salon à la lumière tamisée, où Lady Cecily nous attendait debout, les mains jointes devant elle. Elle portait une robe sombre, de velours discret, et son port altier contrastait avec la pâleur de son visage. Elle nous salua d'une voix douce, mais distante. « Merci d'être venu, monsieur Poirot. Capitaine Hastings. » Je notai aussitôt le regard qu'elle lança vers l'escalier du fond. Pas de larmes, pas d'agitation. Seulement ce silence, un silence trop parfait pour être sincère. Tandis que nous attendions le thé dans le petit salon attenant, mon regard fut attiré par une horloge ancienne, encastrée dans un buffet de chêne massif. L'aiguille des minutes semblait hésiter sur le cadran, arrêtée à exactement 11h13. « Voilà une pièce qui semble en panne », fis-je remarquer à Poirot. Mais il ne répondit pas immédiatement.
Il s'était penché en avant, examinant l'objet avec minutie, ses yeux s'attardant sur un discret éclat dans le verre, comme si un choc ancien avait éraflé sa surface. Une horloge arrêtée, Hastings, est parfois plus bavarde qu'un témoin oculaire, murmura-t-il enfin. Lorsque la gouvernante entra pour disposer le plateau d'argent, je surpris son regard, glissé brièvement vers l'horloge. Avant de se détourner avec une rapidité presque coupable, Poirot le remarqua aussi. J'en étais certain. Il avait cette façon de froncer très légèrement les sourcils lorsqu'un détail l'intriguait. Le silence retomba sur la pièce. Un silence trop chargé, trop surveillé. Après le thé, Lady Cecily nous pria de la rejoindre dans la bibliothèque, où elle referma elle-même la porte derrière nous. Elle nous fit asseoir sans cérémonie, puis resta debout face à la fenêtre, les doigts serrés sur le rebord de la cheminée. « Gilles Harcourt était plus qu'un domestique, dit-elle enfin. Il était la mémoire de cette maison. Sa voix tremblait à peine. Pourtant, chaque mot semblait peser, retenu. Sa mort, elle a été jugée naturelle. Il avait des douleurs chroniques, des vertiges. Mais ces derniers jours, il était préoccupé, discret et, bien sûr, comme toujours, mais différent. Elle marqua une pause, puis se retourna vers nous. Ce matin-là, je l'ai trouvé étendu dans le couloir du 2e étage. Le médecin a parlé d'un arrêt cardiaque. Je ne l'ai pas contredit. Poirot pencha la tête. Mais vous n'en êtes pas certaine. Lady Cecily baissa les yeux. Un silence s'installa, plus grave que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Il m'avait confié, murmura-t-elle, qu'il conservait un journal. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Poirot ne dit rien, mais je sus, à la lumière dans ses yeux, que l'enquête venait de commencer. Ce fut au lendemain de notre arrivée que Tom Harcourt, encore vêtu de noir, se présenta dans la bibliothèque, le visage pâle et les mains tremblantes. Il tenait contre lui une petite boîte de bois sombre, au bord usé par le temps. « Je crois que cela pourrait avoir un lien, » murmura-t-il. Il nous expliqua qu'il l'avait trouvé en vidant le secrétaire personnel de son père, dissimulé derrière un faux panneau coulissant, invisible au premier regard. Il lui fallut, disait-il, plus d'1 heure pour comprendre le mécanisme. Poirot, qui jusque-là n'avait pas quitté son fauteuil près de la cheminée, se leva avec un intérêt visible. Il prit la boîte entre ses mains gantées, l'observa longuement, puis l'ouvrit avec lenteur. À l'intérieur reposait un carnet relié de cuir noir, usé au coin, au fermoir légèrement oxydé. Aucun titre, aucun nom. « Voilà qui mérite notre plus grande attention, mon ami, » dit-il avec un sourire contenu. Je ne pouvais détourner les yeux de l'objet. Il avait ce genre de présence muette, presque solennelle, comme s'il portait en lui des années de silence condensé. Tom, lui, semblait hésiter à le laisser partir. « Prenez-le, » dit-il finalement. « Mais soyez prudent. » Père écrivait peu, mais toujours avec précision. Installés à notre table d'appoint, nous nous penchâmes sur le carnet. Dès les premières pages, il devint clair que Gilles Harcourt n'avait pas tenu un journal classique. Pas de date précise, ni de récit suivi. À la place, une série de réflexions éparses, d'aphorismes mystérieux et d'observations notées dans une écriture fine, disciplinée, mais nerveuse. Il écrivait comme il parlait, soufflai-je. Peu, mais chaque mot semble peser. Poirot tapota légèrement la couverture du carnet. Et pourtant, ce que nous voyons là n'est qu'une partie de ce qu'il voulait transmettre. Il passa lentement les pages, les examinant à la lumière. C'est alors qu'il découvrit ce que je n'avais pas remarqué. Entre certaines lignes, dans l'espace apparemment vide, apparaissaient des inscriptions presque invisibles à l'œil nu. En inclinant la feuille, on distinguait une écriture plus pâle,
au crayon peut-être, ou écrite à l'encre diluée. Voilà une technique ancienne, Hastings, l'homme prudent, écrit en surface, mais pense en profondeur. Les notes codées ne faisaient que renforcer le mystère. Plusieurs phrases, isolées, revenaient. L'œil écoute ce que l'oreille refuse. Jamais le silence n'a été si lourd qu'en haut de l'escalier. Et plus loin, le deuxième vers n'était pas pour lui. Ces bribes sibyllines semblaient former une trame invisible, une logique souterraine que seul un esprit exercé pourrait déchiffrer. Poirot restait immobile, absorbé. Mon cher ami, ce journal est une confession en filigrane. Il ne nous dira rien de front, mais tout entre les lignes, ce fut au milieu du carnet qu'une expression, répétée à intervalles irréguliers, attira notre attention, le serment de minuit. Elle apparaissait toujours de façon isolée, entourée de blanc, comme si l'auteur lui accordait une importance sacrée. Pas d'explication, aucun contexte apparent. Mais à chaque mention, l'écriture semblait plus nerveuse, plus serrée. Poirot ferma un instant les yeux, les doigts joints contre son menton. Le mot « serment », Hastings, indique une promesse scellée. Mais de minuit, c'est autre chose, une heure qui n'appartient ni au jour ni à la nuit, une heure de rupture. Je l'observais, intrigué. L'idée d'un pacte signé dans l'ombre me fit frissonner. Une promesse faite dans le noir, demandai-je. Il hocha la tête. Ou faite à un homme en train de mourir? Et si tel est le cas, cette promesse pourrait expliquer toute la suite. Il reprit le carnet, y chercha d'autres indices, rien de direct. Pourtant, plusieurs pages autour de cette expression comportaient des allusions voilées à des décisions prises malgré le devoir et à une loyauté trop lourde pour les vivants. Ce serment, Hastings, est peut-être ce qui a tué Giles Harcourt, ou du moins ce qui l'a empêché de parler. Nous poursuivîmes notre lecture avec un mélange d'impatience et de respect silencieux. Les entrées du carnet, bien qu'elliptiques, dressaient un tableau de plus en plus complexe. Gilles évoquait les habitants du manoir sans jamais les nommer, leur attribuant des initiales, des descriptions floues ou des métaphores. Il parlait ainsi du faucon aux nerfs fragiles, de la rose fanée aux doigts crispés, ou encore du berger sans troupeau, qui prêche dans le vide. Chacune de ces images nous semblait familière, sans que nous puissions les associer avec certitude. C'est un théâtre d'ombre, dis-je à mi-voix. Poirot acquiesça. Justement, mon ami, il a voulu préserver les apparences, tout en rendant possible la vérité. Certains passages étaient marqués d'un X rougeâtre, tracé en marge. À chaque fois, ces extraits évoquaient un incident oublié, un silence trop long, une phrase non dite. Plus qu'un journal, ce carnet devenait un champ de mines émotionnelles, dissimulé sous un langage maîtrisé. Il savait, murmura Poirot. Il voyait, et il se taisait, jusqu'à ce que l'heure arrive de ne plus se taire. Ce soir-là, dans notre chambre aux boiseries sombres, Poirot referma lentement le carnet et le posa devant lui, comme un juge rendrait sa sentence. Il restait silencieux depuis plusieurs minutes. Même moi, je n'osais interrompre le fil de ses pensées. « Ce journal, dit-il enfin, n'est pas une simple chronique, c'est un plan, un chemin que nous devons suivre. » Il me regarda fixement. Chaque entrée, chaque mot, chaque silence a été placé avec soin. Gilles Harcourt ne nous offre pas une vérité brute. Il nous guide, il veut que nous la découvrions nous-mêmes. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre où la lune se dessinait derrière les rideaux de dentelle. Nous allons relire ce carnet, mot par mot, et nous allons vérifier chaque chose qu'il suggère, les heures, les gestes, les regards. Ce sera notre fil d'Ariane. Je notais dans son ton
une gravité rare. Quelque chose, dans ce journal, l'avait frappé plus profondément que je ne le percevais encore. « Et ce serment de minuit ?» demandai-je. Il posa sa main sur le carnet. « C'est l'axe autour duquel tout tourne. Nous allons découvrir à qui il fut fait, et pourquoi il méritait d'être protégé jusqu'à la mort. » Lady Cecily nous reçut dans son petit salon de lecture, une pièce délicate où l'odeur de la lavande semblait s'être infiltrée jusque dans les fibres des rideaux. Elle nous fit signe de nous asseoir, puis resta debout près du feu mourant, une main posée sur le dossier d'un fauteuil qu'elle ne prit jamais. « Gilles Harcourt était un pilier, dit-elle d'un ton qui cherchait à paraître neutre. Il connaissait cette maison mieux que moi-même. Sa voix avait cette douceur des femmes élevées dans l'art du maintien, mais quelque chose, un léger tressaillement au coin de ses lèvres, peut-être, trahissait une tension sous-jacente. Elle parla de la loyauté de Gilles, de sa discrétion, de cette façon qu'il avait de tout savoir, sans jamais le dire. Un silence suivit. Poirot, toujours attentif au non-dit, s'avança légèrement. « Et pourtant, madame, vous semblez croire que sa mort n'est pas ce qu'elle paraît. » Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle hocha la tête. Il avait changé ces derniers temps, comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait plus garder. Il évitait certains regards, notait des choses dans un carnet qu'il refermait dès qu'on entrait. Elle détourna les yeux, mais pas assez vite pour que je ne remarque une ombre furtive dans son regard. Poirot la remercia avec politesse. Mais en quittant la pièce, il murmura pour lui-même. « Le calme est parfois une couverture bien cousue, mon cher Hastings. » Nous retrouvâmes Miles Trevelyan dans le bureau paternel, un cigare à moitié consumé entre les doigts, les jambes croisées avec une désinvolture presque étudiée. Dès notre entrée, il afficha un sourire de convenance, mais ses yeux se tournèrent aussitôt vers la fenêtre. Poirot s'assit en face de lui, les mains croisées sur ses genoux. « Vous connaissiez Gilles Harcourt depuis toujours, n'est-ce pas ?» Miles haussa les épaules. « Il était là avant ma naissance, monsieur Poirot. Plus de 40 ans de service, un homme régulier, discret. Et récemment, un silence, puis un petit rire. Disons qu'il était devenu envahissant. Il se mêlait de choses qui ne le concernaient non pas. Il m'a même confronté à propos de quelques lettres que j'aurais soi-disant égarées. » Poirot incline la tête, l'air pensif. « Des lettres personnelles ?» Miles hésita. « De simples affaires privées, rien de scandaleux. » Gilles avait un don pour dramatiser l'ordinaire. Il fit un geste de la main, comme pour chasser un insecte invisible. Mais ses doigts tremblaient légèrement. « Le soir de sa mort, vous étiez où ?» demanda Poirot sans ciller. « J'étais sorti marcher, vers les écuries. Personne ne m'a vu, si c'est ce que vous voulez savoir. Un détail me frappa à ce moment-là. Sur la cheminée, un document dépassé d'un classeur entrouvert. C'était, à n'en pas douter, un brouillon de testament. Et Miles, tout à coup, perdit son assurance. Il tira nerveusement sur sa manche, comme si un mot mal placé venait de le trahir. Sophie Trevelyan nous attendait dans la véranda, accoudée à une petite table en fer forgé, une cigarette fine entre les doigts, qu'elle écrasa dès notre arrivée. Elle nous salua avec un sourire ironique, les yeux brillants d'un éclat indéchiffrable. « Alors vous cherchez à savoir qui a tué Gilles, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans détour. Je fus un instant pris de court par sa franchise. Poirot, lui, conserva son calme olympien. « Nous cherchons à comprendre, mademoiselle. » Elle haussa un sourcil. « Vous ne trouverez pas votre coupable dans les serviettes pliées ou les cloches d'argent, monsieur Poirot. Gilles n'était pas aimé ici, on le craignait.
Parce qu'il savait, il voyait tout. Elle s'interrompit, puis ajouta, et il écrivait. Poirot se pencha légèrement. Que savait-il exactement? Elle parut réfléchir, le regard perdu vers le jardin. Des choses sur mon frère, sur ses affaires, des choses sur ma mère aussi, sans doute, peut-être même sur moi. Mais il n'a jamais parlé. Il se contentait d'observer, et parfois de faire pression. Elle s'était redressée, la voix plus froide. Vous devriez lire ce qu'il écrivait. Vous y trouverez peut-être ce que nous n'avons jamais osé dire à haute voix. Poirot se leva lentement. J'y compte bien, mademoiselle. Et tandis que nous repartions, je ne pus m'empêcher de penser que pour la première fois, quelqu'un au manoir n'avait pas feint l'innocence. Le révérend Blakely nous reçut dans sa chambre d'études, une pièce austère, presque monacale. Il nous proposa du thé, que nous refusâmes poliment, et s'installa dans un fauteuil, à haut dossier, les mains croisées sur ses genoux. Gilles était un homme de service et de silence, dit-il posément. Un domestique selon l'ancienne école, fidèle jusqu'à l'oubli de lui-même. Vous sembliez proche, dit Poirot. Le révérend leva les yeux, sans ciller. Nous partagions certaines lectures, quelques échanges d'idées sur la morale, le devoir. Il était tourmenté ces derniers mois. Je lui proposai la prière. Il préférait l'écriture. Poirot acquiesça lentement. Et vous, révérend, aviez-vous quelque chose à lui confier? Le silence qui suivit fut plus éloquent que 1000 mots. Blakely soutint notre regard, mais son front s'était légèrement plissé. Ce n'est pas le rôle d'un ecclésiastique de juger les morts, monsieur Poirot. Je notai l'évitement subtil, l'économie de mots. Poirot aussi. Il se leva avec lenteur. Non, ce n'est pas votre rôle, en effet. Mais parfois, ce sont les morts qui jugent les vivants. Blakely resta figé, et dans son regard s'alluma, l'espace d'un instant, une étincelle qui n'était ni foi, ni paix. Nous terminâmes notre série d'entretiens par Miss Denholm, la gouvernante. Elle nous reçut dans le petit salon de service, debout, raide comme un soldat. Aucune chaleur dans ses yeux gris, aucune trace d'émotion. « Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit à madame », déclara-t-elle. Poirot ne se laissa pas démonter. Peut-être, mais il arrive qu'une vérité dite 2 fois prenne une couleur différente. Elle nous fixa, sans cligner des yeux. Gilles Harcourt était un homme exigeant. Il savait ce qu'il voulait et ne supportait pas les erreurs. Il a toujours été ainsi. Même envers vous, demanda Poirot. Un frémissement, à peine perceptible, agitait la commissure de ses lèvres. Moi, je faisais mon travail, rien de plus. Poirot sortit alors un petit carnet. Le soir de sa mort, vous étiez censé lui porter sa tisane. Il ne l'a pas reçue. Miss Denholm redressa le menton. Je l'ai posée comme toujours sur la table, près de la cheminée. Il n'y avait rien d'inhabituel. Et pourtant, selon Tom Harcourt, elle était encore intacte lorsqu'il a découvert le corps de son père. Elle resta de glace. Alors peut-être qu'il ne l'a pas bu. Poirot hocha la tête, presque aimablement. Ou peut-être que quelqu'un ne voulait pas qu'il la boive. Elle ne répondit pas, mais je vis dans ses yeux quelque chose de figé, d'inhumain. Non pas la peur, mais la résignation. Et lorsqu'elle quitta la pièce, son pas, pourtant mesuré, semblait porter un poids invisible. Poirot, pensif, rangea son carnet. Une façade irréprochable, Hastings, mais même le marbre peut dissimuler des failles. Nous étions dans la chambre encore intacte de Gilles Harcourt, conservée telle qu'elle se trouvait le matin de sa mort. Une lumière grise filtrait par les rideaux, et l'air semblait figé, comme si le lieu lui-même hésitait à respirer. Poirot s'était approché du vestiaire et examina les effets personnels du majordome
avec une délicatesse quasi rituelle. Il en sortit un manteau sombre, épais, d'une coupe ancienne, mais soignée. Il le retourna avec soin, palpant les doublures, caressant les poches intérieures d'un geste lent. Puis soudain, il fronça les sourcils, se pencha et huma avec attention l'étoffe au niveau du col. « Tiens, tiens, voilà qui est singulier, » murmura-t-il. Je me penchai à mon tour. « Une odeur de vinaigre ? » ?»« Non, mon ami, ce n'est pas du vinaigre. C'est une trace légère mais persistante. D'ammoniac. » Je le regardai, surpris. « Vous êtes sûr ? » ?»« Parfaitement. L'ammoniac est un composé très particulier, utilisé autrefois pour ranimer les évanouis ou masquer certaines substances plus graves. » Il plia soigneusement le manteau, puis le replaça dans l'armoire avec le soin d'un archiviste. Quelqu'un a voulu dissimuler quelque chose, ou peut-être neutraliser une autre odeur plus compromettante. Je m'interrogeai sur la signification d'une telle manœuvre. Poirot, lui, semblait déjà plusieurs pas en avant. L'ammoniac, Hastings, n'est jamais un parfum innocent. Toujours dans cette atmosphère de silence tendu, nous poursuivîmes notre inspection de la chambre. C'est moi, cette fois, qui repérai un petit objet oublié derrière la table de nuit, un flacon minuscule, au verre dépoli, sans étiquette ni capuchon. Il était vide, mais portait encore, au fond, une fine pellicule trouble. Je le ramassai et le tendis à Poirot, fier de ma trouvaille. « Voilà qui ressemble à une fiole de parfum, » dis-je. Il prit l'objet entre ses doigts, le tourna vers la lumière, puis le porta sous son nez. Il fronça immédiatement les sourcils. « Pas du parfum, Hastings, c'est bien ce que je pensais. De l'ammoniac, concentré. » Il reposa le flacon avec précaution. Et ce n'est pas tout. Regardez sa position, glissé entre le mur et le meuble, comme s'il avait été placé là, ou laissé dans la précipitation. Je sentis en moi cette sensation que je connaissais trop bien, ce moment où la banalité devient suspecte. Vous croyez qu'il a été utilisé contre Gilles? Peut-être pas contre lui directement, mais en sa présence, et peut-être pour manipuler une réaction, une perception, une conscience. Il se releva, le regard grave. Ce flacon est un fragment, Hastings, mais dans un puzzle, même le plus petit éclat peut révéler la forme de l'ensemble. Alors que nous quittions la chambre, Poirot ralentit le pas, fixant la cheminée en contrebas du lit. Elle semblait parfaitement ordinaire, mais une intuition le fit s'approcher. Il s'agenouilla, examina les cendres, puis à ma grande surprise, sortit une pince métallique de sa poche. « Vous voyez cela, mon ami ?» demanda-t-il en désignant une forme à peine visible sous la cendre blanche. Je m'accroupis à ses côtés. Il tira doucement un morceau de papier partiellement calciné. Il restait peu, un fragment d'enveloppe et quelques lignes écrites à l'encre noire. Certaines lettres avaient disparu dans la combustion, mais quelques mots subsistaient. « Je ne peux plus garder cela. Vous devez savoir que le rêve... » Poirot relut la phrase plusieurs fois, en silence. Puis il leva les yeux vers moi. « Le rêve n'est pas difficile à deviner, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, glacé. Le révérend Blakely. Et si Gilles s'apprêtait à trahir un secret qu'il avait gardé pendant des décennies, alors cela donne un nouveau relief à sa mort. Il replia le morceau noirci dans un mouchoir, puis le glissa dans la poche intérieure de son veston. Pourquoi brûler cette lettre, et pourquoi ne pas en brûler davantage? Je regardais autour de moi. Peut-être a-t-il été interrompu. Poirot tapota doucement le bord de la cheminée. Ou peut-être n'a-t-il pas brûlé sa propre lettre. Quelqu'un d'autre s'en est chargé, à la hâte, et a laissé derrière lui des mots qu'il aurait préféré voir réduits en poussière. Alors que nous quittions la pièce,
Une image me revint subitement à l'esprit, comme un reflet que la mémoire remonte soudain à la surface. « Poirot, murmurai-je, vous souvenez-vous de la soirée de notre arrivée? Ce moment dans le vestibule, lorsque Sophie est entrée, suivie de Miss Denholm? Oui, qu'en est-il? Il y a eu un regard, bref, mais saisissant. Miss Denholm l'a fixé, non pas comme une gouvernante s'adressant à une jeune maîtresse, mais avec quelque chose d'autre, un mélange de reproche, d'alerte, presque de panique. Poirot s'arrêta, pencha légèrement la tête, attentif. Et Sophie, elle a soutenu le regard, sans un mot, puis a tourné les talons, comme si ce regard lui suffisait pour comprendre. Il resta silencieux un instant, méditatif. « C'est bien, Hastings, très bien. Ce genre d'éclair muet en dit souvent plus long que les témoignages. Ces deux femmes partagent quelque chose qu'elles ne veulent pas voir et assez remonter à la surface. Et en moi s'installait peu à peu la conviction que la vérité n'était pas seulement cachée dans les cendres, mais aussi dans les silences. Ce soir-là, après le dîner, tandis que nous retrouvions la quiétude du petit salon, Poirot se leva pour faire quelques pas, comme il en avait l'habitude lorsqu'une idée le travaillait. « Hastings, dit-il soudain, vous souvenez-vous de ce flacon, de cette odeur? L'ammoniaque, oui, et ce manteau qui en portait la trace. » Il hocha lentement la tête. L'ammoniaque, dissout, nettoie, efface. Peut-être ne cherchait-on pas à dissimuler une présence, mais à effacer une preuve, une empreinte, une marque. Je frissonnais. Vous croyez qu'il a été utilisé pour falsifier une scène? Il posa la main sur le dossier d'un fauteuil. Ou pour créer l'illusion d'une scène qui n'a jamais existé. Il se tourna vers moi, le regard vif sous les paupières abaissées. « Mon cher Hastings, plus je regarde cette affaire, plus elle semble avoir été soigneusement mise en scène. Et cette mise en scène, désormais, sentait l'ammoniaque. Le lendemain matin, tandis que nous échangions quelques mots dans le jardin, Poirot m'indiqua qu'il souhaitait revoir Tom Harcourt. Il a mentionné lors de notre première rencontre quelques tensions récentes entre son père et Miles. Ce détail mérite qu'on y revienne avec plus d'attention, Hastings. Tom nous accueillit avec cette retenue propre aux jeunes hommes élevés dans l'ombre d'un patriarche rigide. Il s'assit, raide, et joignit les mains comme s'il récitait une confession. Ce n'était pas la première fois qu'ils se disputaient, mais là, il y avait quelque chose de plus grave. Père avait retrouvé une correspondance, des lettres très anciennes, de la main d'un créancier, je crois, des dettes familiales liées à des affaires que Miles aurait souhaité garder secrètes. Et Giles comptait les rendre publiques, demanda Poirot. Tom hésita. Je ne saurais dire, mais il en parlait d'une façon menaçante, comme s'il voulait obtenir quelque chose en échange du silence. Je levai un sourcil. Ce genre de manœuvre me semblait peu honorable. Ce n'était pas du chantage, reprit Tom, comme s'il lisait en moi, plutôt une tentative de préserver le nom Trevelyan à sa manière, à la vieille manière. Poirot incline la tête. Et Miles? Il était furieux, il l'a traité d'espion, d'ingrat, puis il est sorti en claquant la porte. Je notai le ton grave avec lequel Tom prononça ces mots. Et pour la première fois, je sentis le soupçon peser avec un réel poids sur les épaules du fils aîné. Le personnel du manoir, bien que discret, ne pouvait échapper aux yeux de Poirot. Il sollicita un entretien avec Alfred, le valet de chambre, chargé de l'aile sud, et l'homme, embarrassé mais respectueux, accepta de nous parler discrètement dans l'office. Je ne veux accuser personne, monsieur Poirot. Mais la nuit précédant la mort de monsieur Harcourt, j'ai vu monsieur Miles rôder du côté du bureau de Lady Cecily.
Il était près de la porte du petit cabinet où se trouve le coffre. Poirot ne manifesta aucune surprise. À quelle heure cela s'est-il produit, mon ami? Un peu après 11 heures. J'allais fermer les volets, et je l'ai vu passer dans le couloir. Il m'a à peine salué. Il semblait nerveux, comme s'il cherchait à éviter d'être vu. Je me penchai vers Poirot. Le bureau n'est pas censé être fermé à 7 heures. Si, répondit Alfred. Mais le coffre, lui, n'a pas été forcé. Rien n'a été déclaré volé. Poirot tapota son menton. Juste une présence, une tentative, ou une mise en scène. Je sentais déjà ma pensée s'enflammer. Et si Miles avait tenté d'accéder au testament, si Gilles l'avait surpris, et si cette confrontation avait dégénéré? Poirot, lui, semblait soupçonner chaque élément, non comme une preuve, mais comme une pièce déplacée sur un échiquier dont nous ne connaissions pas encore toutes les règles. Ce fut autour d'une conversation apparemment banale que Poirot aborda le sujet crucial de l'heure de la mort. Il parlait avec Lady Cecily d'un tableau accroché dans l'escalier lorsqu'il glissa. « Savez-vous à quelle heure, précisément, Giles a été vu pour la dernière fois en vie ?» Lady Cecily réfléchit un instant. La gouvernante dit l'avoir croisé vers 22h30. Il montait à l'étage, seul. Elle se souvient qu'il portait son écharpe. Il faisait plus froid que d'ordinaire. Et découvert à quelle heure? Peu après 6 heures. Tom était monté plus tôt que d'habitude pour lui parler d'un courrier important. Il l'a trouvé effondré dans le couloir, près de la bibliothèque privée. Poirot se tourna alors vers moi. Miles nous a dit qu'il se promenait dans le domaine entre 10 et 11 heures, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il parlait même d'une visite vers les écuries. Poirot fronça légèrement les sourcils. Curieusement, personne ne l'a vu, ni palefrenier, ni domestique. Et ce couloir entre les bureaux et les escaliers passe à proximité directe de la chambre de Gilles. Je sentis mon cœur se serrer. Vous croyez qu'il a menti? Il leva un doigt. Non, Hastings. Je crois qu'il a dit ce qu'on s'attendait à entendre. Un créneau vague, une activité solitaire, une absence de témoins. Cela ressemble davantage à une couverture qu'à un véritable oubli. Il se tut un instant, les yeux fixés sur le vide. Il faut toujours se méfier des absences trop bien ordonnées. Je dois l'avouer, plus nous avancions, plus je me laissais convaincre par l'évidence. Les lettres, la dispute, la proximité du testament, l'alibi creux. Tout pointait vers Miles. Trop, peut-être. Mais en moi, une conviction s'ancrait. Nous marchions dans les jardins lorsqu'une pensée m'échappa à voix haute. Et s'il était réellement coupable, Poirot? Et si cette fois, les choses étaient simples? Il s'arrêta, me regarda avec cette patience amusée qui m'irritait autant qu'elle me rassurait. Mon ami, lorsque tout est simple, il faut se méfier. La vérité, comme la vertu, ne s'exhibe jamais en vitrine. Mais tout l'accuse. Justement, trop d'éléments convergent, comme si l'on avait tendu un filet, autour d'un homme déjà blessé. Je me tus. Son raisonnement me paraissait logique, mais mon instinct, bien moins affûté que le sien, résistait. Vous croyez qu'on le piège? Il haussa légèrement les épaules. Je crois que le véritable coupable compte sur notre paresse intellectuelle, sur notre besoin de clore vite ce qui nous gêne. Et en cet instant, je compris que nous n'étions pas encore au cœur de l'affaire, mais seulement à sa surface soigneusement préparée. De retour dans notre chambre, Poirot prit son carnet de notes, celui qu'il ne sortait qu'au moment critique. Il y traça plusieurs lignes, dessina un cercle au centre, puis écrivit « Monsieur T ». Je l'observais sans mot dire. « Voyez-vous, Hastings », dit-il en pointant le cercle, « c'est ainsi que l'on construit un leurre. On crée une silhouette,
On l'habille de soupçons, on l'entoure d'une brume épaisse, et l'on attend que les yeux s'y fixent. Vous pensez que tout cela a été fabriqué? Non, ce sont de vrais faits, mais agencés, déplacés, révélés dans un ordre qui nous pousse là où l'on veut que nous allions. Il referma son carnet. Il est brillant, ce coupable, car il utilise la faiblesse humaine la plus répandue, la conclusion hâtive. Je m'adossai à mon fauteuil, songeur. Et si nous avions mordu à l'hameçon, alors? Il sourit, paisible. Ce ne serait pas la première fois, mon ami, mais ce sera la dernière pour cette affaire. Car nous allons désormais regarder non pas ce que l'on montre, mais ce que l'on cache. Et dans le silence qui suivit, je sentis que le piège commençait lentement à se refermer, mais peut-être pas sur celui qu'on croyait. La journée touchait à sa fin, et nous étions revenus dans la petite bibliothèque attenante à notre chambre, là où Poirot avait décidé d'établir son quartier général. Tandis qu'il relisait pour la énième fois les pages du journal de Gilles Harcourt, je le vis s'interrompre soudainement, penché sur la reliure. « Tiens, tiens » murmura-t-il, comme s'il venait de retrouver une pièce manquante au fond d'un tiroir. Il tira du carnet un feuillet cartonné jauni par le temps. Il s'agissait d'une photographie ancienne, aux bords effilochés, représentant deux hommes en uniforme, debout côte à côte, sur ce qui semblait être un quai militaire. Le cliché, bien que légèrement délavé, révélait des visages nets, empreints d'une gravité muette propre aux clichés de guerre. Poirot l'examina longuement, le front plissé. Il ne disait rien, mais je percevais son trouble. « Reconnaissez-vous l'un de ces hommes, Hastings ?» Je me penchai, fronçai les sourcils, puis haussai les épaules. Je ne crois pas, quoique le regard du second me semble familier. Poirot le retourna alors et lut à voix basse, agile, pour que jamais il n'oublie, R.D., juillet 1918. Il posa la photographie sur la table, silencieux. Et tout à coup, ce silence me parut lourd, comme un glas lointain qu'on aurait préféré ne jamais entendre. La nuit était tombée, et le carnet reposait à nouveau sur la table, mais cette fois, l'attention de Poirot restait concentrée sur la photographie. Il l'examinait à la lumière tamisée d'une lampe, les yeux plissés, cherchant dans le moindre détail une vérité enfouie. « Ce visage, murmura-t-il. Regardez-le bien, Hastings. Ne trouvez-vous pas qu'il vous rappelle quelqu'un? » Je m'approchai de nouveau, et cette fois, je fus frappé. Il y avait là, dans la ligne de la mâchoire, dans le pli du regard, quelque chose de familier. Mais c'est impossible. On dirait le révérend Blakely. Poirot posa lentement la photographie à plat. Non, ce n'est pas le révérend Blakely, pas officiellement. Ce visage appartient à un certain R.D. en 1918. Il sortit de sa poche un carnet dans lequel il notait les initiales rencontrées. R.D., un nom que personne n'a évoqué jusqu'à présent. Un homme qui a combattu et qui a connu Giles. Mais alors, si Blakely est R.D., pourquoi ce changement d'identité? Poirot tapota doucement la table. Voilà, Hastings, voilà la question. Car changer de nom, c'est parfois fuir, ou se reconstruire sur les ruines d'une vie qu'on espérait oublier. Et Giles, lui, n'avait manifestement rien oublié. Le lendemain matin, alors que le manoir semblait figé dans une torpeur encore plus dense, Poirot, les mains jointes derrière le dos, me fit part de ses réflexions. Il faut comprendre, Hastings, que l'après-guerre fut une époque de chaos pour beaucoup. Des hommes disparurent, d'autres réapparurent sous un autre nom, et d'innombrables secrets furent enterrés sous les ruines. Vous pensez que Blakely ou R.D.
a fui quelque chose de plus qu'un simple passé militaire. Il hocha la tête. Il ne s'agit pas seulement de honte ou de fuite. Il est possible qu'il ait été impliqué dans un acte discutable, peut-être une trahison, une lâcheté ou un accident couvert par un mensonge. Il se tourna vers moi, grave. Et Giles était là. Il a vu ou su. Peut-être a-t-il protégé ce secret pendant un temps. Mais ce genre de dette, Hastings, ne meurt jamais vraiment. Elle s'endort, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'ouvrir les yeux. Je sentis en moi le poids d'un drame ancien, une douleur diluée dans les années, mais toujours vivace dans les cœurs qui l'ont porté. Poirot, lui, semblait plus que jamais décidé à aller jusqu'au bout de ce fil tendu entre les vivants et les ombres. Ce fut, en me rasant, curieusement, que le souvenir me revint, net, précis, inattendu. Je reposai la lame, saisi. « Poirot, dis-je, en sortant précipitamment de la salle d'eau. Vous rappelez-vous du dîner le soir de notre arrivée ? Quand Blakely avait évoqué un passage des Écritures, Poirot leva les yeux de son carnet. Une citation sur la repentance, n'est-ce pas ? Une parabole. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est comment il l'a dit. Il a parlé de ceux qui se réinventent pour mieux trahir. Et un silence glacial a suivi. Je me souviens de Lady Cecily qui a baissé les yeux. Et de Miss Denholm qui a changé de couleur. Il hocha la tête. Voilà une remarque qui, à l'époque, vous a semblé anodine, mais qui, à la lumière de cette photo, résonne différemment. Était-ce un aveu déguisé, une provocation, ou un rappel voilé destiné à Giles ? Poirot sourit légèrement. Quel que soit le motif, il a suffi à faire trembler quelque chose dans la pièce. Et les murs, Hastings, ont une mémoire que les hommes essaient trop souvent d'ignorer. Dans l'après-midi, tandis que nous parcourions les allées du parc en silence, Poirot reprit la parole. « Hastings, il existe une hypothèse que nous devons envisager sérieusement. » Je me tournai vers lui, attentif. Et si Blakely n'avait jamais été Blakely ? Et si ce nom n'était qu'une construction, une identité soigneusement édifiée après la guerre ? Il aurait pu, par exemple, endosser l'habit ecclésiastique pour mieux s'éloigner d'un passé militaire compromettant. Je restais songeur. Cela expliquerait son silence constant, sa piété rigide, comme un rôle appris plus qu'une vocation véritable. Poirot approuva. Giles, lui, aurait été le seul à savoir, et à l'approche de sa propre mort, il aurait décidé de révéler la vérité, par devoir, ou par crainte que l'imposture ne blesse d'autres innocents. Il s'arrêta, se tourna vers moi. Le serment de minuit, Hastings. Peut-être fut-il fait à cet homme, en 1918, sur un champ de ruines. Et aujourd'hui, c'est ce serment qui a été brisé. Je n'eus pas besoin de répondre, car je savais, à cet instant précis, que nous touchions là un secret que le manoir avait tenté de dissimuler, mais que Poirot, inexorablement, venait de faire remonter à la surface. Ce fut, en manipulant une nouvelle fois le journal de Gilles Harcourt, que Poirot découvrit, entre deux feuillets à la reliure un peu plus serrée que les autres, une page repliée sur elle-même, soigneusement insérée dans un interstice de cuir. Il l'ouvrit avec précaution, et je pus lire par-dessus son épaule une écriture plus tremblée, moins assurée, comme si elle avait été tracée dans l'urgence ou sous le poids d'une émotion intense. Cela n'était pas destiné à être lu facilement, murmura Poirot. La page relatait un souvenir précis, mais dans un langage codé, allusif, composé de métaphores dissimulant mal une vérité grave. Il était question d'un hiver sans étoiles, d'un enfant né entre deux silences, et d'un serment juré sous la lampe vacillante, sur la tombe d'un homme brisé par la honte et l'honneur mêlé. Poirot relut lentement le passage central, le doigt posé sur une ligne. J'ai vu la vérité, j'ai promis de la garder, mais parfois, la promesse devient poison.
Il referma le journal, pensif. Voilà ce que je cherchais. Le moment où tout s'est noué. 1918. Une promesse, un témoin, et une vérité si dangereuse qu'elle fut enterrée sous la pierre des années. Je n'osais rompre le silence qui suivit. Nous étions, je le sentais, à l'orée d'un drame plus ancien que le manoir lui-même, et peut-être plus tragique encore que la mort de Gilles Harcourt. Ce que Poirot reconstitua ensuite, à partir des fragments du journal et de ses déductions, me glaça jusqu'au cœur. « Hastings, dit-il d'une voix posée, il y eut autrefois un enfant né ici, au sein de cette maison, mais pas dans le cadre strict des unions légitimes. » Il marqua une pause, puis poursuivit, les mains croisées derrière le dos. Une liaison secrète, probablement entre un jeune officier logé temporairement au domaine durant la guerre, un certain R.D., et une jeune femme du cercle familial ou domestique. Peut-être une cousine, une domestique, peut-être même quelqu'un de plus proche encore. Et l'enfant, demandai-je à mi-voix. L'enfant naquit dans le silence. Il fut confié à une institution, ou dissimulé par un subterfuge quelconque. Aucun registre, aucun baptême officiel, un fantôme. Je me souvenais alors des mots griffonnés dans le journal, la chambre fermée, le berceau sans prénom. « Vous croyez que Gilles en était le seul dépositaire ?» fis-je. « Je n'en doute pas. Il a dû aider, assister peut-être, ou simplement être témoin. Et ce qu'il a vu l'a marqué. Ce secret, Hastings, n'était pas un scandale de mœurs. C'était une blessure vivante, constamment cachée, derrière les rideaux des convenances. Je compris alors que l'affaire ne concernait plus seulement un meurtre. Elle touchait à la mémoire même du lieu et à un silence nourri par des générations de peur. Poirot s'assit dans son fauteuil favori, croisa les jambes avec lenteur et se mit à parler comme s'il déroulait les pièces d'un échiquier invisible. « Il faut voir Blakely non comme un homme de foi, Hastings, mais comme un homme en fuite. Sous ses vêtements de pasteur, il y a un soldat qui, après la guerre, aurait découvert la naissance de cet enfant. Et plutôt que de s'en éloigner, il s'en serait servi. Du chantage, m'étonnai-je. Discret, oui, mais réel. Il aurait pu faire pression sur le père de l'enfant, un homme probablement haut placé, pour obtenir silence, argent ou protection. Et Gilles, dans l'ombre, aurait assisté à cet échange, sans pouvoir ni vouloir l'empêcher. Je repensais à la froideur du révérend, à sa parole toujours mesurée, et à cette étrange retenue qu'il exprimait dès qu'on parlait de l'après-guerre. « Il s'est peut-être cru justifié, » dit Poirot. « Peut-être même a-t-il estimé que ce chantage était une façon d'obtenir réparation pour une blessure obscure. Mais ce type de dette, lorsqu'elle se perpétue dans le secret, finit par corrompre tout ce qu'elle touche. Je vis, dans l'ombre du salon, le reflet des générations passées, et je compris que Gilles Harcourt n'avait pas seulement été le témoin d'un crime ancien. Il en avait porté le fardeau. La nuit suivante, je retrouvai Poirot encore éveillé, un verre de tisane intact à côté de lui, le regard perdu dans les flammes mourantes du foyer. Ce serment, Hastings, il fut scellé dans le silence et la honte. Je m'assis face à lui. « Vous parlez de Gilles ?» ?»« Oui. D'après ce que nous avons lu et compris, il aurait été appelé à la dernière heure du père biologique. Un homme en uniforme, peut-être mourant, revenu trop tard. Il aurait supplié Gilles de veiller à ce que son enfant ne soit jamais mêlé au scandale. Et Gilles, fidèle comme toujours, aurait accepté. Je l'écoutais, fasciné. Et c'est ce serment qu'il a retenu, toutes ces années. Précisément, il n'était pas question de crime à proprement parler, mais de déshonneur, d'effondrement social, d'une femme ruinée,
d'un enfant rejeté, d'un nom sali. Giles a voulu préserver ce qui pouvait l'être. Il baissa les yeux sur le carnet, posé, à portée de main. Mais voilà, Hastings, le passé ne reste jamais enfoui très longtemps. Et la mort, elle, exige des comptes. Gilles le savait. Et peut-être, en sentant sa fin approcher, a-t-il voulu honorer une autre forme de fidélité, celle à la vérité. Je compris alors que le serment, aussi noble fût-il, avait été brisé non par trahison, mais par une lente agonie morale. Et cette agonie avait coûté une vie. Ce fut dans la dernière page du journal, rédigé d'une main visiblement tremblante, que Poirot trouva ce qu'il appela la dernière note d'un homme juste. Il me la lut à voix haute, avec cette solennité qu'il réservait au moment où l'émotion devait s'exprimer sans être nommée. Je l'ai servi, je l'ai protégé, mais il a changé, il a oublié, il croit que tout peut se taire éternellement. Il m'a demandé de garder le silence encore une fois. Je lui ai répondu non. Poirot referma le carnet, longuement silencieux. Ce Lille désigne Blakely. Giles lui a parlé peu de temps avant sa mort. Il lui a dit qu'il en avait assez, qu'il ne voulait pas mourir avec ce fardeau. Et Blakely l'a tué pour le faire taire, soufflai-je. Poirot haussa les épaules. Je ne crois pas qu'il ait lui-même accompli l'acte, mais je suis convaincu qu'il en est à l'origine. Un mot prononcé, une peur transmise, un ordre suggéré, et quelqu'un a agi, quelqu'un de dévoué, aveuglément. Je repensais à Miss Denholm, à son visage fermé, à sa fidélité glaciale. Vous croyez qu'elle... Je ne crois pas, je sais, Hastings, le poison, la tisane, l'absence d'agitation. Tout indique un geste précis, sans violence, un geste de dévotion, peut-être même de compassion, mais induit par une autorité morale incontestée. Il posa le journal sur la table, comme on referme une tombe. Giles Harcourt est mort parce qu'il voulait que la vérité vive, et à Greywood, cela suffit pour être condamné. Le crépuscule tombait sur Greywood lorsqu'Hercule Poirot demanda que tous les résidents de la maison se rendent dans la bibliothèque. Le majordome, d'un pas mesuré, fit passer le message sans hâte, mais avec ce léger tremblement dans la voix qui annonçait l'imminence d'une vérité redoutée. Je les vis arriver, un à un. Lady Cecily, droite mais lasse, Miles, les traits crispés. La jeune Arabella, les yeux cernés par le doute. Miss Denholm, pâle, rigide comme une statue ancienne. Le révérend Blakely, enfin, dont le calme poli me parut soudain étrangement tendu. Poirot, lui, restait debout au centre de la pièce, les mains croisées derrière le dos, les moustaches impeccables, le regard aigu. « Mes amis, dit-il, je vous ai rassemblés non pour une accusation, mais pour une révélation. La vérité, voyez-vous, ne frappe pas, elle se déploie. » Il se tourna vers la cheminée, contemplant un instant les flammes avant de reprendre. Giles Harcourt n'est pas mort de cause naturelle, il a été tué. Et son meurtre découle d'un secret enfoui depuis trop longtemps dans les murs de cette demeure. Un murmure parcourut l'assistance. Seule Miss Denholm resta immobile. Poirot reprit, plus lentement. Ce que je vais exposer ne sera pas simple. Il y aura des douleurs, des résistances, mais je vous prie de m'écouter jusqu'au bout. Il fit un pas en avant. Car celui qui a commis ce crime n'est pas le seul à porter la faute. D'autres ont bâti, pierre après pierre, la prison dont il a voulu s'échapper. Et sur ce mot, il se tourna vers Blakely. « Je commence, » dit Poirot, par la fin apparente. La mort. Subite, douce, presque invisible. Un homme s'éteint dans son fauteuil, et l'on invoque le cœur, l'âge, l'épuisement. Mais non, messieurs, dames, le poison ne tue pas dans un éclat. Il murmure. Il pointa le journal de Giles, déposé sur une table. Giles Harcourt craignait quelque chose.
quelqu'un, et il avait décidé, enfin, de parler. Puis, avec ce calme inébranlable qui le caractérisait, il reprit les faits dans leur ordre logique. La querelle avec le majordome autour de lettres anciennes, la présence nocturne de Miles près du bureau, l'alibi brisé, les apparences. Tout cela formait un tableau trop parfait, trop cohérent, et donc faux. Il se tourna vers Miles. « Monsieur Trevelyan, vous avez été utilisé. Vos maladresses, vos colères, elles servaient à désigner une cible commode. Mais vous n'avez pas tué Giles Harcourt. » Miles leva les yeux, sidéré. Poirot poursuivit. « Ce n'est que lorsque j'ai relu le journal que tout s'est éclairé. Les références à 1918, au visage double, à un serment. Et j'ai compris. Ce crime n'était pas un acte de colère. C'était un geste de préservation. » Il fit une pause, scrutant chacun. Reste la méthode, le poison. Et là, mes amis, nous touchons à la clé. Je vis, pour la première fois, Miss Denholm cligner des yeux. Giles Harcourt buvait chaque soir une tisane spécifique, à base de camomille et de tilleul, dit Poirot, préparée à heure fixe, servie avec soin, et consommée sans méfiance. Il regarda Miss Denholm. Il n'avait qu'une confiance absolue pour ce rituel. Une seule personne avait l'habitude d'en contrôler chaque détail. Elle demeura figée. Le poison utilisé, poursuivit Poirot, n'était pas brutal. Il fut administré par petites touches, un ralentissement discret du système cardiaque, un affaiblissement progressif, sans que personne ne s'inquiète. La dernière dose, celle du soir fatal, fut la plus forte. Je me souvins alors de cette nuit. Du calme étrange du visage de Giles, il semblait apaisé, trop apaisé. Poirot avança lentement. La substance employée ne laissait que peu de traces. Mais j'ai trouvé, dans un tiroir verrouillé de la chambre de Miss Denholm, un petit flacon contenant des résidus de digital. Un extrait toxique, connu, autrefois prescrit, en cas de trouble cardiaque. Elle ne protesta pas. Son regard se porta vers le révérend. « Pourquoi ?» murmura Lady Cecily. « Pourquoi lui aurait-elle fait cela ?» Poirot ne répondit pas tout de suite. Il attendait. Et, au bout de quelques secondes, ce fut Miss Denholm elle-même qui brisa le silence. « Je n'ai jamais voulu sa mort, » dit-elle d'une voix sourde. « Ce n'était pas censé aller si loin. » Lady Cecily la fixait, bouleversée. « Il m'a regardé, vous comprenez ?» ajouta Miss Denholm en désignant le révérend. « Un jour, il m'a regardé comme un homme regarde une femme, et puis, plus jamais. » Le silence était total, le feu crépitait faiblement. Quand il est devenu le révérend Blakely, il a effacé celui qu'il était. Et moi, je suis restée celle qui savait, celle qui espérait. Elle serra ses mains. Giles l'avait menacé. Il allait révéler ce que nous avions eu. Il allait tout dire à Lady Cecily et au monde. Et alors, son rôle s'effondrerait, et moi, je perdrais aussi cette illusion qui me tenait encore debout. Poirot l'écoutait sans la jugeau. « Il n'a rien ordonné, » dit-elle, « mais il a dit, un jour, que certains secrets valent qu'on les emporte avec soi. Il m'a regardé, et j'ai compris. J'ai agi. » Le révérend voulut parler, mais Poirot l'interrompit. « Non, monsieur, pas encore. Vous aurez votre tour. Puis, à Miss Denholm, vous avez agi par amour ou par résignation, mais ce n'était pas de votre main que le mensonge avait germé. » Elle hocha lentement la tête. « Je voulais juste que tout s'arrête. » Poirot se tourna alors vers le révérend Blakely, le visage durci. « Il est temps, monsieur, ou devrais-je dire, capitaine Richard Dean. » Un frémissement parcourut l'assemblée. « Vous avez changé de nom en 1920, après un épisode de trouble en France. Vous étiez lié à un scandale impliquant un enfant illégitime
un officier supérieur et une femme mariée. Vous avez fui, puis trouvé refuge dans l'Église, et là, vous avez recommencé. Une vie droite, une vie respectable, jusqu'à ce que Giles menace de dévoiler ce passé. Blakeley garda le silence. Poirot reprit. Vous n'avez pas tué, non, mais vous avez parlé, avec cette autorité morale que vous avez si bien cultivée. Vous avez murmuré à Miss Denholm ce qu'elle avait besoin d'entendre. Vous l'avez poussée, sans le dire. Vous avez semé le doute, laissé la porte ouverte, et elle vous a offert le silence que vous ne méritiez plus. Blakeley rompit, enfin, le silence. Et vous, Monsieur Poirot, vous croyez que l'on efface une faute en la criant au monde? Poirot répondit simplement, « Non, monsieur, mais on ne protège pas l'honneur en enterrant la vérité sous un cadavre. » Lady Cecily pleurait doucement. Miles, pâle, serrait les poings. « Ce que vous avez bâti, dit Poirot, était un mensonge, et Giles Harcourt est mort pour avoir voulu le détruire. » Le révérend détourna les yeux, et moi, je compris, en cette heure tardive, que le meurtre n'était pas toujours un coup de couteau. Parfois, il suffisait d'un regard, d'un silence, d'un serment qui n'aurait jamais dû être prononcé. Fin du chapitre 8. Le matin était pâle, doux, presque absent. Un de ces matins où l'on ose parler fort, de crainte de déranger ce qui repose encore dans les murs. Nous étions là, dans l'allée de gravier, tandis que Lady Cecily, d'un pas lent, tendait à Miles un petit trousseau de clés. Elle ne prononça que quelques mots. Aucun discours, aucune cérémonie, juste un regard. Et dans ce regard, tout ce que les générations passées, les deuils, les devoirs tus et les silences pesants avaient contenu. Miles ne dit rien non plus. Il prit les clés, les observa longuement, puis hocha la tête, non pas avec fierté, mais avec ce mélange rare d'humilité et de responsabilité qui sied aux âmes changées par la vérité. Je vis, derrière eux, Arabella, qui regardait la scène comme on regarde la fin d'une époque. Ce domaine, autrefois gouverné par les non-dits, allait désormais respirer autrement, peut-être un peu plus librement. Poirot, lui, restait en retrait. Il observait avec une attention particulière, comme s'il lisait dans ce simple échange les dernières lignes d'un roman dont il avait deviné la fin dès la préface. Lorsque la porte du manoir se referma derrière eux, je compris que quelque chose venait de basculer. Non pas une page tournée, non. Plutôt une empreinte laissée, discrète mais indélébile. Ce jour-là, alors que nous reprenions la route, Poirot demeura silencieux. Je savais, à sa manière de tapoter les doigts sur le cuir de la voiture, qu'un flot de pensées l'habitait. « Hastings, dit-il soudain, il est des hommes dont la grandeur ne se mesure qu'à leur disparition. » Je m'étais souvent demandé ce qu'il pensait vraiment de Giles Harcourt. Un homme discret, austère, que j'avais cru fade, presque terne, et pourtant, il n'a rien dit, poursuivit Poirot, rien révélé de ce qu'il aurait pu crier. Il aurait pu se venger, exposer, détruire. Mais il a choisi la retenue. Il a préféré mourir en gardien d'un secret, plutôt que de vivre en porteur de scandale. Je demeurai pensif. Était-ce là de la loyauté, du sacrifice, ou bien cette forme d'amour que l'on ne nomme jamais, mais que l'on reconnaît à la noblesse des gestes muets? Giles a vu le mal que la vérité crue pouvait semer. Alors, il a tenté autre chose, une pression douce, un avertissement, un dernier sursaut de conscience destiné à un homme qui s'était travesti en pasteur. Poirot baissa les yeux. Mais parfois, même les vérités les mieux préparées tombent dans le vide. Il se tut, et moi je ressentis, pour la première fois, une forme de respect profond pour cet homme de l'ombre. Il n'avait pas été le majordome que l'on remercie d'un sourire distrait.
Il avait été l'ultime rempart. Avant de quitter la bibliothèque pour la dernière fois, mon regard fut attiré par l'horloge murale. Elle était restée figée. 11h13. Une heure qui jusque-là n'avait pour moi aucune signification particulière. Mais en cet instant précis, elle devint autre chose, un repère silencieux, le témoin d'un moment invisible où tout s'était joué. Je m'approchai et tendis la main pour la remonter. Poirot m'arrêta doucement. « Non, mon ami, laissez-la. » Je me retournai, surpris. « Il faut parfois qu'une maison conserve une trace de ce qu'elle a traversé, » dit-il simplement. « Cette heure-là n'a pas besoin de recommencer. » Je reculai, ému sans trop comprendre pourquoi. L'horloge demeura immobile, et moi, je sus qu'à Greywood, même les objets savaient se taire quand il le fallait. Plus tard, en regagnant notre voiture, je me retournai une dernière fois. 11h13. Peut-être le moment exact où Miss Denholm versa la dernière dose. Peut-être celui où Giles Harcourt ferma les yeux. Ou peut-être rien de tout cela. Juste l'empreinte suspendue d'un destin, comme un souffle arrêté. Ce soir-là, tandis que Poirot dormait paisiblement dans le compartiment voisin du train, je restais éveillé. Je pensais aux familles, à leurs secrets, à ces héritages d'ombre que l'on transmet sans en avoir conscience. Une parole tue, un regard évité, une pièce qu'on ne rouvre jamais. Greywood n'était pas unique. Combien de domaines, combien de foyers portaient ainsi le poids invisible d'une vérité jamais dite. Je me souvenais des mots de Lady Cecily. Il y a des choses qu'on ne dit pas, non par honte, mais pour ne pas tuer ce qu'il reste de fragile. Mais peut-on réellement protéger par le silence? Ou ne fait-on que prolonger une douleur masquée? Je crois que Giles avait compris cela, et que ce soir-là il avait choisi, non pas la révolte, mais le rappel, l'ultime rappel, de ce qui fut et ne devait plus être oublié. Et moi, je me demandais, en regardant le reflet de la nuit dans la vitre du train, combien de secrets sommes-nous prêts à porter, simplement pour que les autres puissent continuer à marcher sans trébucher? La réponse, peut-être, ne se trouve pas dans les mots, mais dans la fidélité silencieuse des âmes discrètes. Souhaites-tu maintenant que je rédige une clôture finale narrative, adressée au public, avec une question intrigante, une invitation douce à commenter, s'abonner, partager, et une dernière phrase mémorable? Quand le silence des secrets se fait plus lourd que les mots, c'est parfois dans l'ombre que la vérité se révèle. Et vous, auriez-vous eu le courage de briser ce serment de minuit? Partagez vos pensées en commentaire. Aimez cette histoire. Abonnez-vous pour d'autres mystères et faites-la connaître aux passionnés. Que chaque mystère gardé soit aussi une promesse fragile, suspendue entre ombre et lumière.